Bonjour, bonsoir à tous et bienvenue dans cette vidéo. On va parler RN, pape et Sénat. Les gens qui réussissent et les gens qui ne sont rien. C'est pas parce que j'ai pas de cravate qu'il faut me couper. Calmez-vous madame, ça va bien se passer. Tous, Christine, tous. Et nous n'avons qu'une planète et nous sommes en train de tout détruire. Faites mieux. Et pour commencer, nouvelle très choquante, c'est confirmé, le Rassemblement National est un parti d'extrême droite. Sur la vie de ta mère, on n'avait pas remarqué. Alors je sais, c'est une nouvelle aussi surprenante qu'inattendue, mais je vous jure, c'est pas moi qui le dis, c'est le Conseil d'État. En effet, le 16 août 2023, le ministère de l'Intérieur a adressé aux préfectures l'attribution des nuances des candidats aux élections sénatoriales, et ce, afin de les placer sur l'échiquier politique, la gauche, à droite, etc., etc., mettant donc le RN à l'extrême droite. Sauf que forcément, le RN, qui depuis des années cherche à lisser son image, n'est pas très content de cette décision, et a donc voulu contester cette décision. C'est donc le Conseil d'État, à savoir la plus haute juridiction administrative de notre pays, c'est pas rien quand même, qui ce 21 septembre vient de le confirmer, le Rassemblement National est bel et bien un parti d'extrême droite. Ce qui fait que les candidats présentés ou soutenus par le parti de Marine Le Pen devront être catégorisés au sein du bloc extrême droite. Et encore une fois, je suis choqué. Tu veux dire qu'un parti cofondé par un ancien Waffen-SS de la division Charlemagne, ancien Waffen-SS qui sera le trésorier de ce parti, un parti dont la création a été aidée par Ordre Nouveau afin de faire du Front National une vitrine électorale, Ordre Nouveau qui est un mouvement néofasciste, je le rappelle, un parti qui n'a jamais cessé d'alimenter la haine de sa création à aujourd'hui, serait d'extrême droite? Oh là là, je suis choqué. Et ça va être quoi après? Nous dire que Macron est de droite? Un centriste comme lui, voyons. Ridicule. Mais du coup, d'accord, le FN, décidément ça veut vraiment pas, le RN est donc bel et bien un parti extrême droite. Oui, fallait bien que je la place au bout d'un moment. En tout cas, coup dur pour Marine Le Pen et ses potes. En même temps, tu me diras, je vais pas pleurer. Mais en plus, ce n'est pas la seule mauvaise nouvelle pour l'ancien parti de Jean-Marie, car le Rassemblement National est accusé de détournement de fonds publics. Ça fait beaucoup là, non? Car oui, ce vendredi 22 septembre, le parquet de Paris a requis un procès pour des accusations de détournement de fonds publics européens entre 2004 et 2016. Une affaire visant 27 personnes liées au parti, dont Marine Le Pen et son père Jean-Marie. La justice soupçonnant Marine Le Pen d'avoir mis en place un système organisé frauduleux de détournement des fonds européens à son profit par le biais d'emplois fictifs d'assistants parlementaires. En gros, elle aurait pris l'argent du Parlement européen pour sa gueule et son parti. Alors oui, c'est pas ouf tout ça, mais d'où ça vient cette histoire? Eh bien l'affaire débute le 9 mai 2015, après une lettre de dénonciation de Martin Schulz, le président du Parlement européen de l'époque. Une lettre adressée au ministère de la Justice française sur un possible détournement des fonds versés aux députés européens du FN pour la prise en charge de leurs assistants parlementaires. C'est pas fini. Parce que oui, parallèlement, le président saisit l'OLAF, l'organisme antifraude du Parlement européen. Ces services venant à constater que dans le nouvel organigramme de la direction du FN publié quelques jours plus tôt, figurent des assistants accrédités, donc censés travailler avant tout au Parlement à Strasbourg et à Bruxelles, et des assistants locaux, donc rattachés à la circonscription d'élection de leur eurodéputé. Bah non, c'est pas fini. Et non, toujours pas, car Marine Le Pen a été mise en examen en juin 2017, et ce pour abus de confiance et complicité, des poursuites requalifiées plus tard en détournement de fonds publics. Les magistrats soupçonnant le RN d'avoir de manière concertée et délibérée mis en place un système de détournement des enveloppes, 21 000 € mensuels, c'est pas dégueu quand même, des enveloppes allouées par l'Union européenne à chaque député pour rémunérer des assistants parlementaires. Et c'est pas fini. Eh bah oui, parce qu'en réalité, ces derniers auraient travaillé tous, ou en tout cas en partie, pour le RN, lui permettant ainsi de faire de bons grosses économies de salaire. Le Parlement européen, partie civile, ayant évalué en 2018 son préjudice à 6,8 millions d'euros, et ce pour les années de 2009 à 2017. Ce qui, oui, fait un beau paquet, on va pas se mentir. Et on comprend mieux comment elle a fait pour rembourser son prêt à la banque russe, tu m'étonnes que 6 millions d'euros, c'est dur à trouver. Le parquet demande donc que Marine Le Pen soit jugée par le tribunal correctionnel pour détournement de fonds publics et complicité. Et selon le parquet, les peines encourues sont de 10 ans d'emprisonnement et une amende maximale d'1 million d'euros ou du double du produit de l'infraction. Donc oui, elle risque de prendre cher. Mais c'est pas pour me déplaire. Alors bien évidemment, Marine et son parti contestent, et l'affaire est d'ailleurs toujours en cours. Mais on va pas se mentir, ça sent pas bon pour elle. Les juges d'instruction vont désormais devoir décider de suivre ou non les réquisitions du parquet de Paris. Et encore une fois, affaire à suivre donc. Mais s'il fallait une preuve de plus pour montrer que ce parti est non seulement raciste, mais aussi hypocrite dans sa pseudo-bataille pour le peuple, se servant de son électorat comme des marionnettes et ce afin de propager des idées d'un autre temps aussi insupportables que dangereuses, des idées qui se propagent de plus
plus en plus avec par exemple le gouvernement qui a décidé que les athlètes françaises ne pourront pas porter le voile lors des Jeux Olympiques de Paris. Alors que pourtant le port du voile n'est pas interdit par le Comité international olympique. Donc clairement, pas d'excuses, c'est du racisme. Une extrême droite de plus en plus à l'aise avec des idées qui se transforment en actes, comme avec les affaires qu'on a vues depuis le début de la chaîne, comme la maison du maire brûlée ou les centres LGBT attaquées. Mais aussi récemment avec le maire LFI René Révol, qui après avoir été menacé de mort par l'extrême droite cet été, a été immobilisé par deux personnes qui l'ont bloqué contre un mur, l'ont menacé comme un ami des Arabes et lui ont déclaré qu'il ne perdait rien pour attendre. Ce fait aussi condamnable qu'inadmissible s'étant passé ce samedi 23 septembre. Donc s'il vous fallait des preuves supplémentaires que ce parti est dangereux d'extrême droite et qu'il ne faut surtout pas sous-estimer leurs idées nauséabondes, bah voilà, vous les avez. Mais allez, pour compenser les dingueries de l'extrême droite, après avoir parlé de Charles III à Versailles, je ne pouvais pas ne pas parler du pape à Marseille. Car oui, les 22 et 23 septembre, le pape François était en visite dans la cité phocéenne, et ce à l'invitation du cardinal Jean-Marc Aveline, archevêque de Marseille. Le pape François qui, le 23 septembre, a tenu une messe exceptionnelle au stade Vélodrome. Alors je vous avoue que de base, les visites du pape, d'un évêque, d'un imam, d'un rabbin ou du Dalai Lama, c'est pas trop mon domaine. Et je n'en aurais sûrement que très peu parlé si sa santé n'avait pas conclu son discours par ceci. Le phénomène migratoire n'est pas tant une urgence momentanée, toujours bonne à susciter une propagande alarmiste, mais un fait de notre temps. Ceux qui risquent leur vie en mer n'envahissent pas, ils cherchent l'hospitalité. Le pape François ayant aussi appelé à accueillir, protéger et intégrer les migrants. Oui, on peut dire que le pape a été cash. L'immigration, ce n'est pas une invasion, et les immigrés ne veulent qu'une vie décente. Un sentiment que, vous vous doutez, je partage allègrement. Et je ne semble pas être le seul, étant donné le tonnerre d'applaudissements pendant le discours. Des applaudissements dont ceux de Gérald Darmanin. Ce qui, oui, a de quoi surprendre, surtout quand on sait que notre ministre de l'Intérieur, qui n'est pas un sale violeur, c'est important de le rappeler, a des positions plutôt sévères pour le dire gentiment. Disons que lui et Marine peuvent être copains sur ce point quoi. Et j'en reviens à votre livre parce que je l'ai lu avec beaucoup d'attention. Et objectivement, j'aurais pu le signer. Comme par exemple lorsqu'il a annoncé que la France n'accueillerait pas de migrants venus de l'île italienne Lampedusa. Et c'est au nom d'une position de fermeté revendiquée. Wouh! Ambiance. De son côté, le pape a aussi mis en garde contre l'assimilation qui ne tient pas en compte des différences, qui compromet l'avenir en augmentant les distances et en provoquant la ghettoisation, provoquant hostilité et intolérance. Mais décidément, il est pas mal du tout ce pape, dis donc. Enfin, un dirigeant qui comprend que les différences ne doivent pas être balayées, et que c'est justement ce refus et cette détestation des différences voulant faire à tout prix rentrer tout le monde dans le même moule qui provoque le communautarisme. Parce que, se sentant menacées, les communautés se replient sur elles-mêmes. C'est logique. La haine des différences, ça apporte la violence et l'intolérance. Et je sais, c'est pas censé être compliqué, mais au moins lui il le dit. Et là encore, dans son discours, difficile de ne pas y voir une allusion aux tentatives de l'exécutif sur le sujet. Comme par exemple en 2021, lorsque Gérald Darmanin se félicitait d'avoir durci les conditions d'intégration et les entretiens d'assimilation, ce qui avait conduit à 30% d'éloignement forcé de plus que sous les deux quinquennats précédents. Et le pire, c'est qu'il en est fier en plus. Ouh là là, regardez-moi, je suis trop fier, ouh là là, j'attise la haine. Et puis s'ils veulent un logement, moi je peux les aider, y a pas de souci. Ils ont qu'à passer au bureau. Alors oui, personnellement, je suis plutôt d'accord avec le discours du pape sur le sujet. Un discours pas si étonnant quand on connaît le parcours du monsieur. Et pourtant, alors que moi-même n'étant pas croyant, j'ai été plutôt conquis, bizarrement, une partie de la classe politique n'a pas été très emballée par le discours. Une partie pourtant souvent chrétienne. Et à votre avis, c'est qui a gueulé? L'extrême droite. Oui, l'extrême droite. Mais aussi la droite en règle générale. Ah là là, regardez-moi ce beau florilège de sommes. Entre Marion Maréchal qui dit que le pape n'a pas à faire de politique, entre Bardella qui fustige un pape argentin qui n'a pas conscience du problème de l'immigration en Europe, entre Valérie Boyer, une sénatrice LR qui dit préférer Jean-Paul II, parce que lui il était moins porté sur l'immigration j'imagine, Zemmour qui continue à faire du Zemmour à base de oulala gna 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 grand remplacement, bref, du bon gros somme. Ah bah là tout de suite bizarrement ils étaient frileux hein. Alors que d'habitude, que ce soit chez LR ou au FN, pardon, décidément j'y arriverai jamais, au RN, on est plutôt du genre à défendre la chrétienté d'habitude, hein. Et le tout en mettant des petits pics aux autres religions, surtout une si vous voyez ce que je veux dire. Mais bon, tu me diras, des personnes qui comprennent pas un message aussi simple et basique que aime ton prochain,
Faut pas trop leur en demander. Alors oui, ça a gueulé. Mais personnellement, ce qui m'a dérangé, ce n'est pas le discours. Oh, surprise, un discours humaniste de la part d'une personnalité chrétienne. Ouh là là, c'est surprenant, ça devrait être la base normalement. Non, ce qui m'a le plus dérangé, à titre personnel, c'est que Macron a participé à la messe. Parce que bon, le chef d'État d'un pays laïque, et ce depuis la loi de 1905 sur la séparation de l'Église et de l'État, qui participe à une messe, personnellement, ça me dérange. Et je suis loin d'être le seul, c'est également critiqué par une grande partie de la gauche, et ce n'est pas pour rien que c'est la première fois depuis 1980 qu'un président assiste à la messe du pape en France. Alors Macron se justifie en disant qu'il n'y est pas allé en tant que catholique, mais bel et bien en tant que président. Et justement, c'est ça qui me dérange moi. Parce qu'attention, soyons d'accord, je n'ai aucun problème avec le fait qu'un élu, chef d'État soit-il, aille à une office religieuse, quelle qu'elle soit chrétienne, musulmane, bouddhiste, juive, j'ai aucun problème avec ça, mais qu'il le fasse en tant qu'individu, et pas en tant que président. Parce que si Macron y était allé incognito en tant que fidèle parmi tant d'autres, ça me dérangerait pas, il fait ce qu'il veut. Mais là, il le fait en tant que chef d'une nation laïque. Et là, ça me dérange. Surtout que bon, on sait très bien que s'il avait été voir un imam, et oui, je sais que le pape est aussi chef d'État, mais admettons, un chef d'État imam, ultra respecté, l'équivalent d'un pape, tout ça, on sait très bien que ça aurait gueulé. Si Macron avait assisté à une prière en mosquée, bon, de 1, il l'aurait jamais fait, et de 2, alors là, les gens auraient beaucoup plus gueulé à la laïcité, bizarrement. Et j'imagine même pas si ça avait été Jean-Luc. Je crois que les gens, ils auraient juste explosé. Et c'est ça mon problème. Dans un pays laïque, toutes les religions doivent être mises sur un pied d'égalité. Donc soit le chef d'État assiste à toutes les offices religieuses, soit il n'assiste à aucune. Et s'il le fait, c'est en tant que citoyen, pas en tant que président. Mais après, ce n'est que mon avis de non-croyant, et vous pouvez avoir un avis qui est autre. Donc s'il n'est pas raciste ou discriminant, n'hésitez pas à le donner en commentaire. Enfin bref, la venue du pape a été polarisante et a pas mal frustré la droite et ses extrêmes. Mais après, rassurez-vous les gars, le pape ne s'est pas encore totalement transformé en catho-gauchiste. Preuve en est, la partie de son discours qualifiant l'avortement de faux droit au progrès. Du coup, vous pouvez respirer, on l'a pas encore totalement compromis. Pour l'instant. Et pour finir, je vous propose de parler sénatorial. Car oui, ce dimanche 24 septembre, se sont tenues les élections sénatoriales, des élections se tenant tous les 3 ans, renouvelant la moitié du Sénat, qui ont permis de pourvoir 170 des 348 sièges de sénateurs dans une quarantaine de départements. Des élections au résultat... plus qu'attendu en fait. Comme par exemple Gérard Larcher, qui a été réélu député pour un 6e mandat dans les Yvelines et qui donc devrait logiquement conserver ses fonctions à la tête de l'institution, chose qui devrait normalement être confirmée lors d'un vote prévu le 2 octobre. Mais hormis le président, voici donc la nouvelle composition du Sénat. Et on voit bien que la droite garde sa position dominante, la gauche reste 2e, et le camp présidentiel a certes perdu des sièges, mais reste la 3e force du Sénat, et ce grâce au soutien des sénateurs d'Horizon renforçant leur rang. Mais, ça me fait chier d'en reparler, mais on a aussi 3 nouveaux sénateurs du Rassemblement National dans l'hémicycle. Ce qui oui, peut paraître très peu, mais quand on voit les scores de Marine, leur montée progressive dans les sondages et à l'Assemblée, si on ne fait pas gaffe, leur capacité décisionnelle pourrait devenir problématique. Des élections sénatoriales qui, si on nommait l'extrême droite, pourraient paraître assez banales donc, mais qui montrent une fois de plus certains désaccords de la gauche. Parce que si la gauche est effectivement le 2e bloc au Sénat grâce à un accord électoral entre socialistes, communistes et écologiques, et ce afin de consolider les votes, eh bien c'est un accord qui a été fait sans la France insoumise. Ce qui, vous vous en doutez, n'a pas trop plu à LFI, qui a donc décidé de présenter des candidats au sénatorial dans tous les départements, mais pas de bol, ils ont fait Walou. Alors ce choix de ne pas inclure les insoumis dans l'accord est justifié par les autres formations de gauche par la faiblesse d'LFI en termes de grands électeurs, ceux qui élisent les sénateurs donc. Le parti de Jean-Luc n'ayant en effet que très peu de mairies, ce qui ne pèse pas très lourd dans ce genre de scrutin indirect. Ce qui d'ailleurs explique aussi en partie le peu de sièges de la majorité au Sénat. Alors de son côté, la France insoumise a critiqué la vieille gauche qui a refusé tout accord d'union avec LFI au sénatorial et aurait empêché l'élection d'un seul sénateur ou une seule sénatrice insoumise, le tout en accusant le refus de l'union autour de la NUPES qui aurait coûté à la gauche à peu près 10 sièges. Ce à quoi Patrick Canet, le président du groupe PS au Sénat, a répondu « Je pense que ces élections méritaient mieux de la part de LFI qui se présentait avec des candidats face à nous. C'est faux que la gauche a perdu 10 sièges, au contraire, on a perdu un siège en Essonne à cause d'eux. » Une
Une chose confirmée par des écologistes, accusant également la présence de la liste LFI d'avoir fait battre un candidat de gauche au profit de l'UDI dans les Hauts-de-Seine. Des propos qu'une autre écologiste, à savoir Raymonde Poncet-Monge, conteste. La sénatrice n'étant pas d'accord pour faire des insoumis les boucs émissaires de ces quelques défaites. Elle estime sur Twitter qu'avoir refusé toutes les demandes parfois légitimes de LFI a logiquement conduit le parti de Jean-Luc à partir seul. Etc, etc, chacun se renvoie la balle, je pense que vous avez compris. Alors dans cette histoire, qui a tort ou raison, je sais pas. Alors personnellement, j'ai plutôt envie de me mettre du côté de la sénatrice, en me disant que oui, les demandes d'LFI étaient légitimes et loin d'être abusées, mais ce n'est que mon avis. Et mon avis là, on s'en fout. Par contre, un truc que je sais et que je pense ne pas être le seul à penser à gauche, on en a marre de vos guéguerres. Encore une fois, on a une guerre de chapelle à base de « Oui mais Jean-Luc il parle fort, oui mais le PSE ils sont méchants avec nous et blablabla ». Le plus important, c'est de se préparer pour 2027 et de le faire bien, de montrer une coalition, de gagner pour une fois, parce que 2022 nous l'a montré, on peut gagner. Ça s'est joué à vraiment peu. Et je parle pas de gagner à n'importe quel prix, hein, qu'on s'entende bien. Non, parce que si c'est pour avoir une gauche aussi molle que moi quand j'ai trop bu, bah ça sert à rien quoi. Il nous faut une gauche forte et radicale dans ses propositions et qui les applique. Alors pour les européennes, ça semble en bonne voie de négociation. C'est cool. Mais s'il vous plaît, arrêtez vos guerres d'ego. Ne laissez pas celles et ceux qui veulent détruire cette union, voulant faire gagner ce qu'ils pensent être la gauche raisonnable, parce que 2017 nous l'a montré, 2022 nous l'a montré, il nous faut une base radicale. Et ensuite on peut construire autour de cette base. Là on aura une chance, non seulement au présidentiel, mais de vraiment faire bouger les choses. Alors tu vois, Fabien Roussel qui parle déjà de se présenter en 2027, comme s'il avait une chance de gagner, en oubliant qu'en 2022 on aurait une chance d'aller au second tour s'il avait pas été là, et il peut foutre ses saucisses dans le... Mais sinon, tout va très bien. Alors maintenant, à savoir si le RN est de droite ou de gauche, le Conseil d'État l'a dit, non? C'est d'extrême droite. Allez, salut.